Alors, le château du Coudray-Montpensier, il a un statut particulier dans le territoire rabelais, parce que c'est une toute petite vallée ovale, avec là l'Ernée, là le donjon de Cessigny, là le vieux bourg de Seuilly, là la Devinière musée Rabelais, là la Roche-Clermault qui sera en ligne droite juste derrière. Et c'est un paysage rural, de travail, un paysage avec ce côté ancestral du rapport de l'homme là, à cette nature si riche, parce que dans le confluent de la Vienne et de la Loire, tout pousse même encore. Et de n'importe quel endroit qu'on soit dans cette vallée, on voit tous les autres. Et c'est ce qui permet à Rabelais de faire que sa guerre picrocolline devient quelque chose de mondial, joue la condition humaine, là, dans ces rapports entre une toute petite poignée d'individus. Et partout dans ce paysage, domine ce qui, pour moi, me rattache aussi en profondeur à Rabelais, c'est le côté humble. Sauf, de n'importe quel point qu'on soit, cette silhouette, les tours, les échaudettes, je ne sais pas le vocabulaire, mais ce côté fantastique du Coudray-Montpensier, parce que de n'importe où qu'on l'aperçoive, il y a toujours cet élancement de tourelles, comme un signe de présence irréelle, fantastique, de conte, là, à l'horizon. Et quand on approche, bien, on a moins cette situation, puisque là on est à hauteur du château, alors que partout ailleurs on est en contrebas, mais on a quand même ce silhouettage. Alors ce château, son histoire remonte au XIe siècle. Il a été complètement, chaque fois, retransformé, reconçu au XIVe, au XVIe, XVIIIe. Il a eu des périodes d'abandon. Et par exemple, il y a juste 100 ans, je crois que c'est 1926, 1930, peut-être un peu sur une période un tout petit peu plus longue, après la Première Guerre mondiale, c'est les beaux-parents de Maurice Maeterlinck, l'écrivain belge, qui en sont les propriétaires. Et Maeterlinck vient souvent ici. Alors, j'ai pas envie que ce soit devant le portail, mais prochaine vidéo, ce sera un morceau de ce livre de Maeterlinck qui s'appelle « La Grande Féerie » et qu'il a écrit précisément dans cette période de 4 ans où il réside beaucoup ici. À l'époque, une bonne partie est abandonnée. Ensuite, c'est le constructeur d'avions, Latécoère, qui se l'approprie et lui, par contre, restaure. Et puis l'histoire continue. Et dans cette région qui est marquée encore par je dirais même, à la limite, ces propriétés privées des châteaux font que, quelque part, ça a eu un statut de préservation contre les remembrements, mais bon, à qui ils appartiennent, les châteaux? Autrefois, on allait voir le château de Talleyrand-des-Réaux. Là, juste, je pourrais l'apercevoir, là, de l'autre côté, là, à 6 km à vol d'oiseau. Et c'est ce château où les propriétaires, c'était des Anglais. Ils vous laissaient entrer, ils vous offraient même une tasse de thé alors qu'on payait le droit d'entrée, puis ils nous montraient sous l'escalier qui avait été plus ou moins muré, là où, 100 ans après, on avait découvert les manuscrits des historiettes. Et puis bon, après, ça a été revendu à des Russes. Alors, pensez qu'en ce moment, ils ne doivent pas y mettre beaucoup les pieds. Et voilà. C'est partout, mais c'est partout. C'est-à-dire que ces maisons, ces belles demeures, là, j'aperçois aussi une qui s'appelle la Grand Cour, là-haut. À qui elles appartiennent? On ne sait pas. Ces portails fermés. Le château de Marnay, juste à côté. C'est étonnant, c'est magnifique, c'est des contes. Et pourtant, faudrait plutôt écrire ça, C-O-M-P-T-E-S. Alors, le Coudray-Montpensier, en cherchant, alors je savais que le propriétaire s'appelait Christian Ferray, F-E-R-A-Y, et je suis tombé sur un interview dans le journal local, La Nouvelle République, un interview qui remonte à 2012. Donc ça a juste 10 ans. Et le monsieur avait 76 ans en 2012. Mais je sais que c'est toujours lui qui est là. Jusqu'en 2016, on pouvait le visiter. Maintenant, non, c'est juste pour les mariages, les choses privées. Alors, pour une fois, et c'est ça qui est si étonnant, ça devrait presque être obligatoire dans qui ça appartient, ces signes symboliques du paysage. Eh bien, pour une fois, on a l'histoire d'un propriétaire de château. J'avais envie de le partager. Docteur Ferray, de quelle région êtes-vous originaire? Du sud du département de l'Indre-et-Loire, aux environs de Bléré.
J'ai vécu ma jeunesse entre Mons, Saint-Branche et Joué-les-Tours. Quel âge avez-vous? J'ai 76 ans. Que faisaient vos parents? Au départ, mes parents étaient employés dans une ferme à Mons, c'est juste au sud de Tours. Ensuite, mon père a étalé des cailloux sur les routes avec un cylindre à vapeur. Il avait le goût pour la conduite des engins. Il devint chauffeur de son camion au Dock de France avant d'acheter son propre camion pour se mettre à son compte. Ma sœur a repris les transports ferrés, mais pour des raisons d'opportunité de marché, l'entreprise est maintenant basée au Havre. À quelle date votre papa s'est-il mis à son compte? Dans les années 50. Les Docks de France voulaient vendre un camion Delahaye, difficile à conduire, avec une direction très dure. De plus, il fallait faire un feu de bois pour chauffer l'huile. Finalement, c'est mon père qui a acheté ce camion, et même l'entreprise Docks de France, c'était les épiceries, moi, à Civray, dans la Vienne, juste à côté de chez nous, le petit garage, il y avait les Docks, comme on disait. Ils avaient un fourgon Citroën H pour aller faire leur livraison. C'est l'entreprise Docks de France qui lui a prêté l'argent nécessaire. Il faut dire que mon père était un peu le chouchou des patrons, les frères Toulouse. Mon père n'arrêtait jamais, faisait 2 tournées par jour, en commençant dès 4 heures du matin. Pour la première tournée, il était payé, mais pour la deuxième, il ne touchait qu'une prime. Dans sa journée, il maniait 4 fois 15 tonnes avec ses bras. Quels sont vos souvenirs de ces années-là? À 12 ans, je me souviens de l'aider à charger, à décharger de la ferraille, des sacs de chaux, même des peaux de vache. On allait chercher ces peaux à Château-Renaud. Ce n'était pas le plus agréable. Les baluchons de peaux de 70 kilos étaient gras, salés. Cela me piquait beaucoup. Et comble de malchance, une fois le camion s'est embourbé, il a fallu décharger et recharger une deuxième fois. Vos études? Oui, les questions, ça y va, j'aime bien ça, moi, ce boulot. C'est ce que j'aime aussi, donc, faire des entretiens. Je suis allé à l'école primaire de Mons avec comme jeune instituteur Jean Royer, un ancien maire de Tours, et sa blouse grise. C'était au moment de l'explosion de la poudrerie de Mons. Ça, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Je vois encore des monceaux de cadavres entre les arbres. Vous voyez, comme une recherche implique une autre recherche et une autre recherche. Ensuite, à Joué-les-Tours, le directeur d'école, M. S., ancien instituteur de Bléré, était content de moi. Il a dit à mon père « Il faut que Christian continue ses études ». Il demanda une dérogation pour que je puisse directement passer en 5e. Au début, cela a été difficile. Je n'avais fait ni anglais, ni histoire ancienne. Mes parents ne pouvaient pas m'aider, mais j'étais très curieux, gourmand d'apprendre. C'était un plaisir. Et après, je rentre directement en 2e année à l'école normale de Fondettes. Alors, l'école normale, ça ne s'appelle plus ça maintenant, mais elle existe toujours. Là, c'est juste à côté de chez moi. Et pour ma famille, moi, ces écoles normales, mon grand-père a fait l'école normale de La Roche-sur-Yon, grand-père maternel. Et tous ses enfants, Jean, Yvette, Madeleine, ma mère, Susan et Jeannette, les 2 dernières filles, ont toutes passé par l'école normale d'instituteurs. Puis ensuite, bien, tu vas ton chemin. Mais cette fonction-là de l'école laïque, publique, dans cet accès-là, vous prenez le Grand Maune aussi, Pierre-Henri Fournier, le rôle que ça a eu comme c'est décisif. Je rentre directement en 2e année à l'école normale de Fondettes pour devenir instituteur. Là-bas, j'étais heureux. L'épreuve des commentaires de texte me donna le goût de la littérature. Le directeur, M. Robert Lhomme, était formidable. Il m'aimait bien. Ces instituteurs étaient les vrais hussards de la République. Nous étions enthousiastes. Et enfin, instituteur. J'ai enseigné à Paul Bert. Là, j'ai rencontré un autre instituteur formidable, M. Gustave Granger, avec lequel je suis resté ami. Il m'a toujours encouragé lorsque je lui fis part de mon désir de devenir médecin. Médecin? Oui, je trouvais que c'était un beau métier en voyant le docteur Plisson qui soignait mon père. J'ai su plus tard qu'un ami avait dit à mon père « Christian est fou de vouloir devenir médecin ». Pour ma famille, être instituteur était une ascension sociale formidable. Comment avez-vous fait? Je me suis inscrit à l'école de médecine de Tours, mais comme je ne pouvais pas suivre tous les cours, on m'a dit que ce n'était pas possible, que je courais à l'échec. Alors je me suis inscrit à Poitiers. Comme je ne pouvais pas assister aux cours, je les recopiais sur ceux d'un ami.
J'allais uniquement à Poitiers pour les travaux pratiques le jeudi. Je me levais à 4 heures du matin pour être au cours à 8 heures. Un vrai marathon, omnibus, marche à pied, cours. Mais je n'ai pas pu me présenter au concours de juin. J'ai mis les bouchées doubles en travaillant pendant les vacances. J'ai été reçu en septembre avec mention au PCB première année, physique, chimie, biologie. J'étais heureux. C'est le mot heureux qui revient. Donc vous commencez vos études de médecine. Oui, je rentre en première année, deuxième aujourd'hui, et ils ont bien voulu me donner la fonction d'externe, ce qui me donnait des connaissances pratiques. Là, j'ai arrêté mon métier d'instituteur, j'ai dû rembourser mon engagement décennal. J'ai mis 6 ans à le faire. Et ça, on faisait autrefois, j'en ai connu plein, qu'on fait ça aussi, même avec Normal Sup. Et pendant l'été, j'étais moniteur de colonies de vacances. En deuxième année, j'ai passé le concours d'externat de Paris, où j'ai été reçu bien placé. J'étais assez fier. Assez fier. Vous pouvez dire fier, non? Car certains mettaient 3 ans à le réussir. Votre vie à Paris. J'aime bien ce punch des questions, enfin, ou de la réécriture des questions. Ah, une voiture, on va la laisser passer. Ou alors c'est pour moi. Les sapeurs-pompiers. Et on reprend votre vie à Paris. Au début, c'était juste financièrement. Parfois, je ne pouvais même pas prendre un café avec mes amis étudiants, car c'était trop cher. C'est à Paris que j'ai connu mon épouse, elle aussi étudiante. Elle est devenue pharmacien biologiste et m'a beaucoup aidé en travaillant avec moi dans la clinique. Ensuite, 4 années d'internat à Paris, 2 ans de service militaire, 2 ans de chef de clinique des hôpitaux. Ensuite, j'ai brûlé les étapes pour devenir spécialiste en chirurgie orthopédique. Bref, tout ce qui concerne les os, les articulations, la colonne vertébrale, etc. Je dois ces connaissances aux grands maîtres que j'ai eus, d'abord à Tours, Jean Hussenstein, Pierre Vial, Émile Aron, puis à Paris, les professeurs Lucien Léger, Mono Broca, Michel Postel, Merle d'Aubigné, le mot d'Aubigné qui surgit ici. Je ne savais pas qu'il y avait une famille de médecins qui s'appelait d'Aubigné, plus ce prénom, Merle d'Aubigné, Robert Judet, Raymond Roy, Camille et Jean Debert et bien d'autres. J'ai appris que vous aviez mis au point des techniques innovantes et toujours pratiquées. C'est exact. J'ai inventé, entre autres, une technique originale des ligaments de la cheville. J'ai participé aussi à un petit groupe de recherche pour trouver... Vous voyez pourquoi j'ai eu envie de lire ce texte. Une solution aux prothèses cimentées dont un certain nombre se décèlent. Ce n'était pas l'époque des prothèses d'aujourd'hui en titane. Avec l'aide d'un ingénieur, on a étudié les biomatériaux. À partir d'un dérivé des coraux, ce composant de calcaire, on a mis au point une nouvelle prothèse non cimentée. Elle avait l'avantage d'avoir un film rugueux qui permettait une bonne accroche et une fixation d'une grande solidité sans aucune réaction. Maintenant, la technique a évolué. Votre carrière. J'ai abandonné la carrière universitaire pour m'installer dans le privé. Là, on va voir petit à petit les étapes différentes. Au Havre, j'ai connu le succès, car les malades venaient de partout. Pour des opérations difficiles, je m'entraînais plusieurs fois avant l'opération sur des cadavres. Et ça m'a troublé aussi, puisque c'est que Rabelais à Montpellier, donc son diplôme de bachelier en médecine, c'est simplement, c'était une dissertation sur ses traductions d'Hippocrate et de Galien qu'il publie ensuite. Et lui aussi a inventé des appareils orthopédiques, paraît-il, à Lyon, mais on n'a pas trace. Mais après son diplôme de bachelier en médecine, la rançon, c'est que tu achètes un cadavre, on a toujours la facture du pendu qu'on conservait dans le feutre et la glace, et pendant 4 mois, il fait un cours d'anatomie de dissection. Alors, je ne sais pas si Christian Ferré, pour lui, savait ces choses-là, mais pour les opérations difficiles, je m'entraînais plusieurs fois avant l'opération sur des cadavres qui n'avaient pas de famille et en payant. Aujourd'hui, cela ne serait plus possible, tant les autorisations sont nombreuses à demander. Beaucoup de travail. J'ai commencé à 7 heures pour finir le plus souvent à minuit. J'étais toujours concentré, radio, dossier, toujours affiché. Je faisais tout de la peau à la peau, comme on dit dans notre profession. Je prenais 2 aides, des hommes, dont un kiné. Pourquoi des hommes?
Des hommes pour avoir la force d'aider en restant très concentrés pendant l'opération, parfois longue, car lorsque je disais « attention », l'écarteur ne devait absolument pas bouger d'un millimètre. Pour le kiné, l'avantage était pour la rééducation future du malade. Il savait comment s'y prendre car il avait assisté à l'opération. Combien de malades avez-vous opéré? Réponse de Christian Ferré. J'ai opéré 27 000 malades. Je dictais chaque semaine 300 documents pour les expertises, les comptes rendus des opérations, les lettres aux médecins. Cette tâche occupait 2 secrétaires à temps plein. Quel est votre meilleur souvenir? Difficile à dire, mais si je dois en prendre un seul, c'est celui d'un homme pratiquement mort, plus de tension. Il avait voulu se suicider en se donnant des coups de couteau dans le ventre, en plusieurs endroits. Il s'en est sorti, et 8 jours après, il était gai comme un pinson. Votre plus mauvais souvenir? Une petite fille. Personnellement, je ne voulais pas l'opérer. L'opération a bien réussi, mais ensuite elle a fait une embolie imprévisible qui l'a emportée. Je suis allé voir la famille. Cela a été un moment difficile. Dans toute ma vie de médecin, je n'ai eu pire souvenir. Il me tourmente depuis 50 ans. Je n'ai eu aucun procès, et lorsqu'il y avait un problème, je voyais toujours la famille. Avez-vous été étonné par certaines choses? J'aime bien ces questions-là aussi. Oui, je sais que l'on peut mourir de peur. J'ai vu 2 malades avec une anxiété extrême avant d'être opérés. L'un a fait un arrêt cardiaque, mais on a pu le sauver. L'autre, malgré toutes les précautions prises par l'anesthésiste, est mort alors que l'anesthésie générale n'était pas commencée. Pourquoi avoir pris votre retraite de chirurgien à 60 ans? Je voulais arrêter pour avoir d'autres challenges et revenir à Tours. Quelque part, je voulais être regretté. Bizarre, cette phrase. Pour ma dernière journée opératoire, j'ai demandé à mes enfants d'être présents. Une malade m'a supplié de ne pas partir. Elle venait souvent me voir en passant devant tout le monde pour les consultations. J'ai appris par la suite qu'elle était morte le jour de ma retraite, que j'avais annoncé. Était-ce à cause de mon départ? Alors quel était ce nouveau challenge? Apprendre un nouveau métier, devenir vigneron. J'ai acheté en 1994 le domaine de Moncontour. Alors Moncontour, là encore, c'est un petit peu troublant. Moncontour appartient toujours à Christian Ferré, donc il est donc ce château et celui de Moncontour. Moncontour, c'est quand on va de Tours à Vouvray. C'est juste au-dessus de la route, au-dessus de la Loire. Là, et c'est un château dont rêvait Balzac. Et Balzac avait même économisé, il voulait à tout prix devenir châtelain de Moncontour. Mais Balzac a toujours vécu comme ça de rêve. J'ai acheté en 1994 le domaine de Moncontour en faillite à la barre du tribunal de Tours. J'étais content, mais cela n'a duré que 8 jours. Pourquoi? J'ai acheté Moncontour le 7 mars 1994 et une semaine après, le 14 mars, les vignes gelaient à 95%. La catastrophe totale. Mais je n'étais pas au bout de mes peines car je subissais pendant l'été le plus gros dégât de grêle du département. Plus rien, des charges, aucune rentrée d'argent à prévoir. La banque me conseilla de vendre le plus vite possible, mais je me suis accroché et petit à petit, j'ai développé la vente en direct. J'ai remplacé les cèpes manquants, etc. Combien de temps avez-vous mis à redresser la barre? J'ai attendu plus de 10 ans pour faire des bénéfices. Être vigneron en Touraine, c'est plus difficile que d'être médecin. Il faut être un bon technicien dans de nombreux domaines, faire avec le temps et surtout aller vendre son vin. Pas toujours facile. Malgré les difficultés, j'ai créé un musée autour de la vigne à Moncontour en 1999 et je l'enrichis à mesure de mes trouvailles. Alors pourquoi avoir acheté le château du Coudray-Montpensier en 2005 ? Parce que j'avais acheté en 1998 un hectare de vigne dans le Chinonais et je souhaitais accrocher une bâtisse de caractère à mes vignes. Alors là, ça m'a un peu mâché. Moi, j'aurais jamais appelé ça, malgré le portail toujours fermé, l'interdit d'entrée, de visiter, peut-être provisoire. Qu'est-ce que j'aimerais? Aller voir là, tous les combles, tout ça. Une bâtisse de caractère. Monsieur Ferré. Il doit y avoir d'autres raisons. Journaliste aussi, ça l'a troublé. Je dois avouer qu'étant tout petit, j'aimais repasser au fusain les dessins des châteaux de Touraine sur les livres. Ça, j'adore.
Étant tout petit, j'aimais repasser au fusain les dessins des châteaux de Touraine sur les livres. Or, cette silhouette, et là je me suis mis un peu face au soleil, mais justement pour accentuer encore ce signe optique que Coudray-Montpensier donne là, sur le territoire Rabelais, c'est un dessin au fusain dans le paysage. Mon épouse me dit aussi que c'est le syndrome de la roulotte. Journaliste, le syndrome de la roulotte. Oui, pendant un certain temps, j'ai habité avec mes parents dans une roulotte de 2 pièces. Mon père conduisait son cylindre à vapeur pour tasser les pierres sur les routes. La roulotte était accrochée derrière pour aller de chantier en chantier. Voilà, les 2 étapes. La roulotte, derrière le rouleau compresseur, et le château du Coudray-Montpensier. J'ai encore le souvenir de la pluie sur les tôles de la roulotte. C'est obligatoire que je le lise, cette interview. Journaliste, je me souviens d'avoir lu dans la presse de l'époque les appels à projets pour le Coudray-Montpensier, appartenant à l'époque à la ville de Paris. Quel était votre projet? Mon projet était à la fois touristique, culturel, hôtelier, pour le côté culturel étant un amoureux de Rabelais. Dont acte. Je souhaitais remettre à l'honneur des vieux mots savoureux en créant un conservatoire des parlers francophones anciens. Alors, monsieur Ferret, on le fait ensemble? On l'appellera Conservatoire Lazare Sénéan. Le Coudray se trouve sur la commune de Seuilly, juste en face de la Devinière de Rabelais. Il y a une synergie à trouver. C'est un projet fou. Je me suis parfois perdu dans le château. Tu deviens propriétaire d'un château et parfois tu te perds dans ta propre propriété. Souvenez-vous, ce magnifique livre, Mark Z. Danielewski, traduction Claro, La maison des feuilles. Le résumé tient en 4 lignes. Quelqu'un achète une maison, découvre que l'intérieur de la maison est plus grand que l'intérieur. Non, que l'intérieur de la maison est plus grand que l'extérieur. Tenez 1000 pages avec ça. Effrayant, ces livres. Je me suis parfois perdu dans le château. Une fois, j'ai eu du mal à retrouver mes relevés de plans égarés dans une pièce. Comment avez-vous été retenu? J'ai exposé mon projet devant la commission du patrimoine de la ville de Paris. Cette commission était constituée de 30 personnes avec des conseillers d'État, des notaires, tout un tas de personnes qualifiées. Il y avait 4 projets concurrents. Un projet sur les arts culinaires, un autre avec un musée sur les arts primitifs, le mien, qui avait l'appui des maires de la région, et un autre qui était apparemment une restauration suivie d'une revente. Au final, c'est moi qui ai été retenu. Un autre challenge s'offrait à moi. J'étais impatient. J'achetais le 27 avril 2005, et 4 jours après, les travaux commençaient. On ne peut pas parler du Coudray-Montpensier sans parler des célèbres jardins de Georges Latécoère, le célèbre avionneur. Lorsque j'ai acheté le Coudray, les jardins étaient à l'abandon, envahis par des broussailles. On ne voyait plus rien. C'était la forêt vierge. On a nettoyé pour voir clair. Il y avait des buis de plus de 3 mètres. Puis petit à petit, après beaucoup d'efforts, le jardin à la française a retrouvé sa splendeur d'antan. J'ai tout de même acheté 25 000 buis. Mais au fur et à mesure, pour faire des économies, nous avons fait nous-mêmes des boutures. Dernière page. J'ai fait le calcul. Nous en sommes rendus à plus de 250 000 boutures. Eh oui, mais ça ne se visite plus. Je vais probablement reprendre un projet d'extension du jardin abandonné par Latécoère. Ce dernier disait à son architecte paysagiste, Albert Laprade, « Mais il n'y aura pas assez de buis dans toute la France. » Quels travaux avez-vous entrepris? J'ai d'abord réparé le clos, puis les couvertures, car il y avait des fuites partout. Ensuite, j'ai enlevé 800 tonnes de gravats en tout genre pour arriver maintenant à 1600 tonnes. Et il ne faut pas oublier que le Coudray a été utilisé comme hébergement collectif, associatif. Donc il y avait beaucoup de rajouts. Il a fallu changer 142 portes et fenêtres, 255 volets intérieurs, refaits à neuf pour les 3/4 ou rénovés pour le reste. Nous avons remplacé plus de 130 mètres cubes de pierres abîmées, 130 mètres carrés, pardon. Avec quels artisans? Oli Chauvelin, Avoine, les établissements Jacquin, Linière pour la charpente, pour la couverture, Patrick Rochet, Saint-Germain-sur-Vienne pour la couverture. Quelles sont vos relations avec les architectes des bâtiments de France? Excellentes, que ce soit parfois sur les détails et le projet. Le projet évolue tous les 6 mois.
Pour les plans, c'est mon fils, architecte, qui les élabore. On compte faire des chambres dans le château, un centre de séminaire dans les écuries, un restaurant gastronomique dans les communs. Il a fonctionné plusieurs années. Restaurant 3 étoiles, c'est encore indiqué là sur l'autre porte, la grille de prestige et tout ça. Maintenant, c'est fini. Et nous finirons par la balnéothérapie ou l'eunothérapie. Mystère sur le présent. Voilà. Est-ce que ça vous permet de faire connaissance avec cette silhouette optique, ce signe optique? Et cette question qui me taraude tout le temps, du portail fermé sur ce qui donne précisément sa symbolique au paysage.